Bonjour à tous. De fait, la semaine dernière aurait pu envenimer la situation en Israël. Mardi soir, un immeuble à Beyrouth était bombardé. Le numéro 2 du Hamas, Salah al-Haouri, était visé. Bien qu'Hassan Nasrallah ne veuille pas se laisser entraîner dans une guerre totale avec Israël, cet acte a concrétisé un durcissement de la situation dans le nord et de la confrontation avec le Hezbollah. Mercredi, un attentat en Iran, aussitôt imputé à Israël, a fait 84 victimes. Il a été revendiqué par le groupe État islamique. En mer Rouge, de nouveaux navires étaient attaqués. Pendant ce temps, Israël poursuivait ses bombardements et ses opérations au sol. Samedi soir, Tsahal annonçait avoir achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et qu'elle se concentrait désormais sur le centre et le sud du territoire. C'est dans cet état de tension que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est venu en tournée diplomatique cette semaine dans la région. Pour analyser, nous éclairer, expliquer les enjeux, j'ai demandé à Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris, lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques pour Les voies de la puissance, paru chez Odile Jacob, et auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement, dont c'est la 6e édition, d'être mon invité aujourd'hui. Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, tout d'abord, pourquoi le Hamas a-t-il attaqué et de la sorte Israël ? Est-ce qu'il a senti une faiblesse d'Israël pour se permettre ces exactions ? Oui, absolument. D'une part. D'autre part, il faut aussi croiser cela avec d'autres variables de prise de décision. Sur le plan diplomatique, il s'agissait bien évidemment d'entraver la reconnaissance d'Israël par l'Arabie Saoudite. Bon, et ça allait manifestement être fait dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains mois. Ensuite, il s'agissait de profiter de l'aubaine, effectivement, parce que c'est ce qu'on appelle un effet d'opportunité, consistant à penser que la société israélienne était en train de se déchirer plusieurs mois après après plusieurs mois de manifestations très importantes face à la réforme institutionnelle poussée par le gouvernement de Netanyahou. Bon. Après, vous avez aussi d'autres types d'opportunités, notamment sur le plan technique. On sait aujourd'hui que le Hamas a bénéficié ces derniers mois d'un soutien technique, logistique, peut-être d'entraînement, de matériel, c'est moins sûr, de la part du Hezbollah et de l'Iran. Donc ça, si vous voulez, c'est pour expliquer le timing en quelque sorte. Alors ça aurait pu se produire il y a plusieurs mois, ça aurait pu se produire dans quelques mois, mais globalement, on était en tout cas dans cette économie chronologique. Maintenant, la nature de l'attaque. Vous avez une attaque de type militaire, militaro-terroriste si vous voulez, consistant assez classiquement à aller chercher des otages pour les échanger contre des prisonniers et aller faire le coup de feu. C'est tout à fait illégal en droit international, c'est cruel, c'est ignoble. Oui, mais enfin c'est la guerre. Le pogrom organisé le 7 octobre, c'est autre chose. Et là, nous avons deux hypothèses. Soit le Hamas a décidé de frapper un coup tellement dur que la sidération allait provoquer l'absence de réaction d'Israël et peut-être même une guerre généralisée, puisqu'on démontrerait qu'on pouvait parfaitement massacrer des gamins, des gamines, des civils, etc. En Israël sans finalement coup férir. Deuxième hypothèse, en réalité, il s'agit d'une partie de la populace proche du Hamas ou moins proche du Hamas, qui a bénéficié là aussi d'un effet d'aubaine et qui s'est comporté de manière totalement barbare. Le problème est le suivant, et je conclue là-dessus, le Hamas de toute façon a assumé ses horreurs. Il assume les horreurs qui, sauf quelques propos négationnistes du genre, c'est de la propagande sioniste, rien n'a existé. Bon, mais ça, vous avez quelques charlots qui se sont exprimés comme ça, mais globalement, le Hamas, il assume tout. Alors, s'il assume aussi le côté pogromiste de son attaque du 7 octobre, il en prend l'intégralité de la responsabilité. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors que les efforts de médiation entre Israël et le Hamas, il y a une 4e tournée au Moyen-Orient pour Anthony Blinken. Il est passé par la Turquie, la Grèce, la Crète, Chypre, il s'est rendu aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, en Jordanie et même en Israël, et même un petit détour par la Cisjordanie. Le but est d'éviter un embrassement régional, discuter de la prochaine phase du conflit, inciter Israël à fournir une aide aux Palestiniens et permettre aux Gazaouis de retourner chez eux.
Programme ambitieux, hein. Alors, quel est réellement le but d'Antony Blinken pour cette tournée? Apaiser, contenir, contraindre ou imposer une Pax Americana? Et puis, Frédéric Ancel, une sous-question. Qu'est-ce qu'il veut obtenir et de qui il veut obtenir? Alors moi, je reprendrai votre propos sur la Pax Americana. Et d'ailleurs, je vais rebondir avec d'autant plus de force et de vigueur que beaucoup d'observateurs bien paresseux ces dernières années prétendaient que les États-Unis s'étaient affaiblis, et notamment au Moyen-Orient, sur la base du fameux pivot vers l'Asie orientale, hein, qui remonte au début d'Obama, voire même d'ailleurs à la fin de Bush fils. Eh bien, le Moyen-Orient était censé avoir été plus ou moins abandonné par les Américains. C'est complètement idiot. Et entre parenthèses, votre bien humble serviteur n'a jamais cessé de tenter de démontrer à quel point les États-Unis restaient de loin la première, en réalité l'unique grande puissance extérieure à pouvoir, alors sinon imposer, en tout cas impulser des politiques, des réalités. C'est vrai d'ailleurs du gouvernement israélien, mais c'est vrai d'un certain nombre d'autres gouvernements. Vous avez cité par ailleurs, à juste titre, les pays dans lesquels Blinken fait sa tournée. Alors ils sont 8 ou 9 si ma mémoire est bonne. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ce sont les pays qui comptent dans la région. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, de toute façon, sont là aussi sur le plan diplomatique et pas seulement sur le plan militaire, la seule puissance à avoir la possibilité d'offrir quelque chose sur le plan politique ou économique d'ailleurs, et à pouvoir tordre le bras à un certain nombre de gouvernements, plutôt dans le sens de la pondération et de la modération. Pour vous je pense que les États-Unis veulent, et je pense que c'est bien senti, bien pensé, veulent qu'à terme, que le jour d'après, donc acceptent la démilitarisation du Hamas par Israël. Je pense que c'est une question de semaine, mais ça va être fait. C'est cette guerre. Mais après, le président Biden souhaite qu'on revienne sur un véritable processus de paix avec, dans la bande de Gaza, l'autorité palestinienne. Et je vous dirais que de ce point de vue-là, il a besoin des Émiratis, des Saoudiens, peut-être même d'ailleurs des Qataris qui changeraient, ce ne sera pas la première fois qu'ils changeraient de monture en quelque sorte, et qui abandonneraient un Hamas moribond, pour reconstruire Gaza. Il faudra les fonds saoudiens et émiratis. Ça, c'est une certitude. Bon, et ils le souhaitent. Ces pays souhaitent jouer un rôle à Gaza dans les prochaines années. Mais il faut aussi que le gouvernement israélien l'accepte. Or, ce gouvernement, pour l'instant en tout cas, n'accepte pas la perspective du retour de l'autorité palestinienne. Et je pense que le jour d'après ne peut pas se passer de l'autorité palestinienne à Gaza, même si, quitte à ce qu'elle soit encadrée sur le plan économique, politique, peut-être même militaire d'ailleurs, par une coalition arabo-américaine, européenne, comme vous voulez. Mais Gaza, c'est palestinien. Vous avez 2,5 millions de gens qui y vivent, ce sont tous des Palestiniens. En droit international, mais également en droit, j'allais dire, israélien, depuis le retrait israélien voulu par Sharon et effectué par Sharon en 2005, il n'y a plus d'Israéliens à Gaza. Et quand vous regardez les enquêtes d'opinion qui se succèdent presque tous les jours en Israël, vous trouvez qu'une infime minorité d'Israéliens souhaitant réellement réinvestir des yeshuvim, donc des implantations dans la bande de Gaza. Tout ça n'a aucun sens. Et je pense que M. Netanyahou est dans la pensée magique lorsqu'il considère que eh bien, ce ne sera pas l'autorité palestinienne, ce ne sera pas évidemment le Hamas, ça on est d'accord, et ce sera donc autre chose. C'est quoi l'autre chose? C'est l'armée israélienne, donc qui en revient au schéma de la première ou de la deuxième intifada, où un rythme quotidien, des soldats israéliens tombaient sous les coups des guérilleros ou terroristes, appelez ça comme vous voulez, dans un territoire dont les Israéliens, par ailleurs, voulaient se débarrasser. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc je pense que les Américains souhaitent aujourd'hui, via notamment cette grande tournée de Blinken, pousser chacun à aller vers cette perspective. Alors, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, a appelé samedi dernier son homologue iranien pour exhorter l'Iran et ses affidés à cesser immédiatement, et je la cite, leurs actions déstabilisatrices. Quel est le poids politique de la France dans ce conflit? Réel ou supposé, Frédéric Ancel? Le poids de la France est réel, mais secondaire. Alors, je vais ajouter un mais réel, mais secondaire, mais juste derrière les États-Unis d'Amérique, au fond, c'est le premier. Alors, je vais peut-être surprendre certains de vos auditeurs, mais au fond, on ne peut pas se comparer aux Américains dans la région, ni ailleurs, mais notamment pas dans la région. Mais quand vous prenez les autres puissances extérieures,
qui pourraient jouer un rôle, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne l'ont pas fait jusqu'à présent et qu'elles ne le font pas. Prenez le cas de la Russie qui dispose d'une base aéronavale en Syrie, à quelques encablures en fait de Gaza. On va parler de la Russie, la Chine, qui monte en puissance, oui peut-être, mais pas tellement au Moyen-Orient, et qui dispose d'une micro-base en mer Rouge, enfin à Djibouti, mais enfin c'est surtout une jetée pour l'instant, et qui ramène un certain nombre de ses navires de surface, mais sans peser d'un point important, parce qu'elle n'a pas assez de relais, puis de toute façon elle est vraiment très très loin de ses bases, et elle a d'autres chats à fouetter avec Taïwan. Au fond, il reste les États-Unis. Alors maintenant, derrière les États-Unis, les bateaux qui ont intercepté des missiles Houthis ces dernières semaines, ce sont des bateaux français et britanniques. Le navire hôpital qui est en train de soigner des civils en provenance de Gaza, c'est un navire français. Lorsque le président de la République est allé faire une tournée, alors juste après le massacre du 7 octobre dans la région, il a rencontré davantage de chefs d'État et de gouvernement que puisqu'un certain nombre de ces gens-là faisaient la tête à Joe Biden parce qu'ils soutenaient Israël. Écoutez, alors on peut toujours critiquer la posture de la France, mais considérer qu'elle n'a aucun poids n'a pas beaucoup de sens. La France, par ailleurs, dans la région, dispose de relais très importants. Je pense aux Émirats arabes unis, puisque c'est un allié militaire tout à fait important. Enfin, je veux dire, qui abrite sur son sol une base française stratégique. Quoi, c'est pas rien les Émirats arabes unis. En plus d'une puissance montante dans la région. Nous avons d'excellents rapports avec la Jordanie, où se trouvent plusieurs chasseurs bombardiers prépositionnés en Jordanie. Nous avons de très bons rapports commerciaux avec l'Égypte. Politiquement, on a été aussi assez proche de l'Égypte. Et par ailleurs, la France entretient de bons rapports, quoi qu'on en dise, avec Israël, mais aussi avec l'autorité palestinienne. Écoutez, vous voyez, on peut toujours ricaner du poids de la France. Donc, je vous dis qu'il est secondaire, sinon mineur, parce qu'évidemment, ce sont les États-Unis, une fois de plus, qui, d'une manière ou d'une autre, mèneront la danse, en tout cas qui ont la clé, ou l'une des clés du jour d'après, mais derrière, dans la cohorte des États qui sont secondaires, la France est quand même l'un des mieux placés. Alors, les États-Unis ont-ils décidé de remplacer une ONU discréditée? C'est une question qu'on peut se poser. Avec les prises d'opposition d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, les relations entre Israël et l'organisation n'ont jamais été aussi tendues. Surtout que fin décembre, Paula Gaviria-Bettencourt, dans une déclaration publiée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a accusé Israël d'expulser la population civile de Gaza, sans oublier la nomination comme nouvelle coordonnatrice de l'ONU pour Gaza de Sigrid Kaag, épouse d'un ancien ministre d'Arafat. Frédéric Ancel, entre résolution contre Israël et veto, l'ONU, ça sert encore à quelque chose? Alors je vous dirais, mais c'est une question centrale, c'est une question même de nature philosophique. Je veux dire pourquoi? Parce que l'ONU n'est que le forum ou le cénacle des sempiternels, des éternels rapports de force. Et lorsque Israël se plaint d'être mal considéré ou de ne pas subir un sort ou bénéficier d'un sort équitable, la quasi-totalité des États au monde pensent la même chose à un moment M d'une crise dans laquelle ils se trouvent ou à laquelle ils se trouvent mêlés. C'est-à-dire que l'ONU, créée en 1945, sur la base de ce qui existe aujourd'hui, il y a eu quelques modifications, mais très, très mineures en réalité, elle fonctionne aujourd'hui de la manière dont on a voulu qu'elle fonctionne en 1945. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque un seul des 5 membres permanents du Conseil de sécurité doté d'un droit de veto met son veto, on dit ah non mais c'est un scandale, l'ensemble des États souhaitent ceci et cela, et juste à cause de ce pays. Mais c'est ce qui a été voulu en 1945. Enfin, c'est la règle du jeu. Elle n'a pas changé. Et elle ne plaît pas, encore une fois, elle ne plaît pas à un État qui se trouve confronté à une vindicte, alors à tort ou à raison, à une vindicte internationale, ou en tout cas très, très majoritaire, parmi les nations. Mais enfin, aujourd'hui, la plupart des États arabes et beaucoup d'autres États considèrent que ce sont les États-Unis qui bloquent l'ONU avec leur veto soutenant Israël de manière pas systématique, mais presque. Vous voyez, c'est-à-dire que je pense que l'ONU sert dans la mesure où sans elle, oui, je serais très modeste dans mes intentions onusiennes. Sans elle, ce serait pire. Sans elle, ce serait véritablement la loi de la jungle. Je dirais que l'ONU a échoué dans pas mal de domaines. Alors évidemment, il y a 30 ans, presque jour pour jour, le déclenchement du génocide des Tutsis rwandais a été le naufrage absolu, me semble-t-il, de l'ONU. Mais elle a aussi réussi un certain nombre de choses. Et c'est mieux que rien.
Parce qu'aujourd'hui, ceux qui essayent de renverser la table des relations internationales, à commencer par la Russie révisionniste de Poutine, sont comme par hasard des États très vindicatifs, très impérialistes, très révisionnistes au sens de la révision des traités, hein, et ce sont des États qui ne sont bien évidemment pas démocratiques. Donc je pense que malgré tout, c'est dans le cadre de l'ONU, on peut quand même continuer à travailler mieux que s'il y avait rien du tout. Alors Frédéric Ancel, le 7 novembre dans le Figaro, vous posiez la question suivante. Un mois après le 7 octobre, est-ce le début de la fin du Hamas? On est au 4e mois de guerre. La question, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Oui, la question est toujours d'actualité. Enfin, pour moi, c'est pas une question, c'est une réponse. Alors, je voudrais pas paraître outrecuidant, mais je suis de ceux qui, très rares manifestement, ont bien écouté le discours de Yoav Gallant, le ministre de la Défense du gouvernement israélien du 7 octobre, gouvernement au sein duquel Yoav Gallant est certainement le seul à peu près compétent quand même, hein. Donc, et il a dit au moment où était encore perpétré le pogrom, pas pendant les combats du 7 octobre, il a dit la chose suivante: à Gaza, nous allons abolir le temps. Fin de citation. C'est exactement ce qui se passe. Et ça fait très longtemps que je travaille sur Israël. Ça fait des décennies que je travaille sur cette société, sur cette armée, sur cette stratégie, sur ces représentations et sur le Proche-Orient de manière plus générale, comme vous le savez. Je n'avais jamais entendu un tel discours. Et par ailleurs, je n'ai jamais vu, mais vous non plus, et bien sûr vos auditeurs non plus, personne, un tel massacre. Et si vous voulez, pour Israël, le 7 octobre, c'est pas seulement une première depuis 48. Je dirais que beaucoup d'Israéliens considèrent ça comme une première depuis les marches de la mort de 45. Finalement, quelque part, le dernier grand pogrom de l'histoire avant, quelque part avant Kielce en Pologne, mais surtout avant le 7 octobre en Israël. Et de ce point de vue-là, j'ai toujours affirmé que le gouvernement israélien, que l'état-major israélien, l'état-major qui avait un besoin impérieux, est très important, de recréer une dissuasion tout à fait efficace. L'opinion publique, bien sûr. Donc ces trois entités, gouvernement, état-major et opinion, iraient jusqu'au bout de la destruction militaire, au moins, du Hamas dans la bande de Gaza. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Décamètre après décamètre. Kilomètre carré après kilomètre carré, tunnel après tunnel, et je pense que ça durera encore plusieurs mois. Et regardez à quel point les États-Unis n'ont jamais exigé de cessez-le-feu, parce qu'un cessez-le-feu, ça signifierait la fin des opérations israéliennes et par conséquent une défaite. Si aujourd'hui la guerre s'arrêtait, ce serait une défaite pour Israël, mais elle ne s'arrêtera pas aujourd'hui. J'ajoute un point important, sur le plan, on confond les deux dimensions de la guerre, la dimension humanitaire, la dimension politique avec le cessez-le-feu. Dans la dimension humanitaire, les Américains, et d'ailleurs je crois que c'est justifié, n'ont jamais cessé d'exercer des pressions sur Netanyahou pour que un maximum de civils palestiniens de la bande de Gaza soient épargnés par la guerre. Bon, très bien. Et les trêves humanitaires, et les échanges d'ailleurs très heureux des otages contre des prisonniers, tout ça a pu se faire. Mais les Américains n'ont pas exigé, et d'ailleurs, la majorité des États de l'Union européenne, ainsi que d'autres États un peu partout dans le monde, n'ont jamais exigé, à ce jour, d'Israël un cessez-le-feu. C'est intéressant. C'est-à-dire la dimension politique. La France, oui. On laisse les Israéliens faire, entre guillemets, le sale boulot. Cerise sur le gâteau, et je conclus, les États arabes, qui sont pratiquement tous aujourd'hui dirigés par des gouvernements modérés, laissent Israël faire le sale boulot. Avez-vous vu un seul des 4 États signataires des accords d'Abraham quitter les accords d'Abraham? Bien sûr que non. Avez-vous vu la Jordanie ou l'Égypte quitter respectivement la paix de la Rava ou Camp David? Pas du tout. Je disais, Frédéric Ancel, la France a demandé de cesser le feu. Oui, la France a fini par demander cessez-le-feu parmi les 28 membres de l'Union européenne. En regardant la situation à plat, elle peut être décrite ainsi. Au nord, Nasrallah tempête, mais comme disent les Israéliens, le Hezbollah est contenu, alors que les États-Unis estiment qu'Israël aura du mal à gagner la guerre contre le Hezbollah. À l'est, Tsahal arrive à contenir les terroristes dans les territoires. Au sud, la partie nord de la bande de Gaza est sous domination israélienne et Tsahal envisage pour le centre et le sud, et je mets ça entre guillemets, de faire autrement. Vous prédisiez dans votre tribune, passé un délai, que le monde arabe ne serait pas en ébullition quand Israël. Vous avez déjà commencé à l'évoquer. Alors, en attaquant Israël le 7 octobre, est-ce que le Hamas ne s'est pas tiré une balle dans le pied? Pire que ça, il s'est tiré une balle dans le cœur. Il s'est suicidé. Vous savez, ça me fait penser à la fable populaire de la scorpion, du scorpion et de la grenouille. Le scorpion ne sait pas nager, il essaye de franchir le ruisseau. Et on ne se refait pas.
de le porter exactement, de le porter sur son dos. Et la grenouille lui dit, mais si je fais ça, tu vas me piquer, je vais mourir. Et le scorpion de lui dire, mais c'est pas dans mon intérêt puisque je ne sais pas nager, donc moi aussi je vais mourir. La grenouille accepte de prendre le scorpion sur son dos. Le scorpion pique bien sûr la grenouille au milieu du ruisseau. Et la grenouille, sentant perdre ses forces, lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et le scorpion de rétorquer, c'est dans ma nature. Et je pense que de ce point de vue-là, l'hypothèse la plus crédible du caractère pogromiste du grand massacre du 7 octobre, c'est ça. Pendant des années, de longues années, beaucoup d'observateurs ont cru que le Hamas s'était en quelque sorte, sinon amendé, en tout cas calmé, mettez ça entre guillemets, qu'il avait renoncé au pire de sa toute première charte, appelant à la destruction non seulement d'Israël, mais des Juifs, hein, à son antisémitisme extrêmement violent, soutenu par le Qatar et ses financements très importants. Attention, hein, cher Alexandre, quand je dis des observateurs avaient cru que, ça passe par Netanyahou, hein. Et aujourd'hui, un nombre très conséquent d'Israéliens, c'est pour ça que je me permets de le dire avec autant de liberté, d'abord parce que je dis ce que je veux, mais les Israéliens eux-mêmes considèrent aujourd'hui, y compris jusqu'y compris au centre droit, que Netanyahou là-dessus a été complaisant, a été naïf, vous vous rendez compte, vis-à-vis du Hamas. Parenthèse fermée. Et je pense que donc l'hypothèse la plus crédible, c'est ça, c'est qu'en réalité, il n'a jamais changé et que cette opportunité lié à l'impéritie des renseignements israéliens qui ont tout joué sur le tout technologique. Enfin, c'est pas à moi de le dire, mais ce sera une commission d'enquête de le dire, et vivement qu'elle se mette sur pied. Mais il y a eu un certain nombre de failles dans lesquelles sont engouffrés le Hamas, malheureusement, de manière intelligente et efficace. Mais enfin, en tout cas, il pouvait, comme on l'a dit tout à l'heure, se contenter d'une opération militaire. Il ne s'est pas contenté de ça. Et il s'est vautré dans une orgie de sang. En cela, il s'est suicidé. C'est-à-dire, autant les Israéliens ont mésestimé le Hamas, autant finalement le Hamas a mésestimé les Israéliens. Juste pour compléter ce que vous avez dit tout à l'heure, pour ce qui est des accords d'Abraham, votre tribune était très explicite, mais est-ce que vous prévoyez quand même une reprise de ces accords et qui puissent, eux, s'étendre directement dans toute la région? Oui, quand cette reprise pourra se faire? Alors ça, c'est une autre question. C'est plus compliqué comme question. Mais moi, je pense que l'Arabie Saoudite, dirigée par un Mohamed Ben Salman qui n'aime pas beaucoup qu'on se moque de lui et qu'on lui torde le bras, comme l'a fait d'ailleurs le Hamas, une fois le Hamas démilitarisé, sachant que les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite détestent les Yahwan, donc les frères musulmans, dont le Hamas est la branche palestinienne radicale, hein, faut le rappeler. Une fois que que l'autorité palestinienne, je le crois en tout cas, sera de nouveau investie à Gaza, et que l'argent viendra quand même des Émirats et de l'Arabie Saoudite, et par conséquent que ces deux pays auront voix au chapitre, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le futur de Gaza, eh bien, as usual, comme on dit, tout reprendra comme avant. Je veux dire par là que les 4 signataires des accords d'Abraham qui n'ont pas renoncé, après des semaines de bombardements israéliens sur Gaza, à ces accords, ils vont bien évidemment les enrichir, les compléter, et c'est vrai, notamment vrai pour les Émirats, mais aussi pour le Maroc, et d'autres États suivront, dont, je pense, l'Arabie Saoudite. Alors quand? Franchement, j'en sais rien, mais je pense que ça peut être du court moyen terme. Je disais dans cette tribune, et je le dis Ourbi et Orbi depuis début octobre, que en réalité, il y a 3 conditions pour qu'on revienne, par une espèce de faux paradoxe, à un vrai processus de paix tout à fait porteur de beaucoup d'espoir, sincèrement. Première condition, c'est la destruction militaire du Hamas dans la bande de Gaza. C'est en train d'être fait, objectivement. La deuxième condition, et la plus difficile, c'est le retour de l'autorité palestinienne à Gaza. Je dis que c'est la plus difficile parce que pour l'instant, le gouvernement israélien ne le souhaite pas, et puis parce que l'autorité palestinienne demande des garanties évidemment très importantes. La troisième condition, c'est la modification du gouvernement en Israël. Mais ça, si vous voulez, soit via les conclusions catastrophique d'une commission d'enquête qui se mettra bientôt sur pied, soit et ou d'ailleurs, l'un n'est pas exclusif de l'autre, le départ de plusieurs députés de cette coalition faisant donc chuter le gouvernement, puisque toutes les enquêtes d'opinion indiquent que M. Gantz et M. Lapid, ensemble, avec d'autres partis, obtiendraient une assez large majorité. Je pense que ces 3 conditions peuvent être réunies à court moyen terme, hein. 2024-2025. Donc je pense que... Et vous savez, je vais utiliser une petite pirouette, ça peut paraître un peu facile, mais il y a 50 ans, avait eu lieu donc la guerre du Kippour, avec des caractéristiques assez similaires. Bon, vous les connaissez très bien, mais notamment la faille du renseignement, les premiers jours très difficiles, les Américains qui interviennent, etc. Mais et la commission à Granade qui avait poussé à la démission un gouvernement autrement prestigieux que celui-ci, puisqu'à l'époque il s'agissait de Golda Meir et de Moshe Dayan. Quelques mois
quelques mois, sinon quelques semaines sur le plan militaire, après le cessez-le-feu, ont commencé à négocier très fort entre l'Égypte et Israël. Et vous savez très bien ce qui se passerait simplement 3 ans, enfin 3 ans et demi après et 4 ans après la guerre. Donc je pense que, encore une fois, c'est un faux paradoxe. Certaines guerres, malheureusement, et certains coups très durs, malheureusement, ont lieu, mais malgré tout donnent lieu à des perspectives qui parfois, pas toujours, mais parfois, peuvent être extrêmement positives. 136 otages, hommes, femmes, enfants, sont toujours aux mains du Hamas, alors que les négociations pour une trêve sont actuellement au point mort. 6 familles d'otages étaient de retour du Qatar en début de semaine. Elles étaient parties plaider leur cause et pour un cessez-le-feu auprès du Premier ministre du pays, maître d'œuvre des négociations entre Israël et le Hamas. Frédéric Ancel, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? D'abord, ça illustre le très haut niveau de conscience démocratique des Israéliens, la nature véritablement démocratique des institutions israéliennes. Dans quel autre pays en guerre on aurait un gouvernement ou des services de renseignement auraient laissé des familles, même des familles éplorées et demandant légitimement, bien évidemment, le retour de leurs proches, aller plaider leur cause, éventuellement contre la politique de leur propre gouvernement, dans un pays officiellement en guerre avec Israël. Non, mais enfin, parce que je rappelle que le Qatar est officiellement en guerre avec Israël, même si évidemment, fondamentalement, ça n'a strictement aucune réalité sur le terrain. Écoutez, vous voyez, donc, alors ça c'est la première illustration. La deuxième, parce que ça dit, la deuxième traduction, la deuxième illustration que j'y vois, c'est la place centrale du Qatar dans toute cette histoire, centrale et toxique. Hein. Le Hamas, en plaidant pour la libération et en ayant contribué d'ailleurs à obtenir sans doute la libération d'un certain nombre d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, a soigné le mal qu'il a fait. Parce que qui est-ce qui soutient les frères musulmans depuis maintenant une grosse vingtaine d'années, davantage d'ailleurs, y compris le Hamas sur le plan financier? C'est quand même le Qatar. Bon, d'où sont provenus ces fonds qui ont permis d'alimenter via des trafics l'État islamique et Daesh, qui est un mouvement au dernier degré de la barbarie dans les années 2010. Alors, c'est pas l'État qatari officiellement, non mais d'accord, peut-être. Sauf que ce sont des fonds qui provenaient du Qatar. Donc, je pense que c'est aussi l'illustration d'un jeu très, très pervers, très duplice, très double, sinon multiple, du Qatar. Mais dans la duplicité, il y a aussi quelque chose qui n'est pas forcément négatif, c'est l'acceptation de recevoir ces familles. Maintenant, j'ose espérer, je suis pas du tout dans le secret, j'ose espérer que ça marchera, que ce soit grâce au Qatar, grâce à Dieu le Père, grâce aux États-Unis, grâce à la France, que sais-je encore. Mais l'important, c'est que, évidemment, les otages reviennent sains et saufs en Israël. Netanyahou prévoit une guerre longue et regrette par avance un très lourd tribut pour l'armée. Frédéric Ancel, j'ai 2 questions. Ça veut dire quoi longue chez un politique? Ça se compte en jours, en semaines ou en années? Vous avez commencé déjà tout à l'heure à l'évoquer. Et surtout, la question, c'est comment se sortira Netanyahou de cette épreuve, politiquement et humainement? Alors, il y a 2 questions. La première, elle est très géopolitique. Ça dépend complètement des circonstances. Quand un politique, quand un chef d'État, chef de gouvernement, chef d'état-major dit que la guerre sera longue, il peut évoquer des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Si vous voulez, tout dépend de sa posture idéologique, tout dépend des circonstances militaires, hein. Tout dépend bien évidemment de l'implication d'autres puissances. Enfin bon, donc vous mélangez toute une série de critères et de variables de prise de décision. Bon. Mais longue, ça rejoint en tout cas ce que j'avais cité tout à l'heure hein, de Yoav Gallant, c'est-à-dire le temps aboli à Gaza avec le soutien au moins politique en tout cas américain. Donc c'est en train d'être fait. Donc pour vous répondre quand même concrètement, je pense qu'il pense à quelques mois. Maintenant la deuxième question, elle est plus, comme disent les Jones, elle est plus touchy. Moi, je vais pas me faire, je ne suis pas un Israélien. Les Israéliens choisiront leur futur Premier ministre. Moi, je constate 2 choses. 1, dans les enquêtes d'opinion, mais également au sein du giron politique israélien, mais également au sein de l'état-major. Beaucoup de gens, et de gens notamment extrêmement sérieux, bien informés, notamment des anciens généraux, des anciens du Shabak, du Mossad, etc., contestent très durement, la politique de Netanyahou, conteste ce qu'a été sa candeur ou son épéritie face au Hamas, parce qu'il est quand même au pouvoir sans discontinuer depuis 2009, hein, à un an près. Enfin bon, vous voyez, quasi sans discontinuer depuis 2009, hein, on est en 2024. D'une part, et maintenant, d'autre part, un certain nombre d'Israéliens commencent
à le soupçonner de vouloir maintenir, alors non pas artificiellement, la guerre elle est là et le Hamas, il faut bien évidemment le détruire sur le plan militaire, enfin là-dessus il n'y a pas de problème, et se défendre contre le Hezbollah, là-dessus il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, prolonger la phase officielle de guerre, c'est-à-dire ne pas aller vers un cessez-le-feu qui vaudrait sans doute fin de la partie pour lui, parce qu'après cela, on lui demanderait réellement des comptes. Après cela, il ne pourrait plus reporter la mise sur pied d'une commission d'enquête et il ne pourrait plus s'exonérer d'un certain nombre de critiques qui aujourd'hui restent feutrées parce que justement le pays reste uni et parce que beaucoup d'Israéliens considèrent que tant que c'est la guerre, il faut rester uni et ne pas trop contester le chef de l'État. Alors moi je me prononcerai pas là-dessus, je suis pas dans son esprit. Je constate simplement que ce Premier ministre aujourd'hui est extraordinairement contesté, y compris en Israël, y compris au sein de l'état-major de Tsahal, ce qui est quand même beaucoup plus embêtant. Depuis hier, l'Afrique du Sud soutient devant la Cour internationale de justice de La Haye que les actions d'Israël à Gaza sont, je cite, de nature géocidaire et demande la délivrance d'un arrêté provisoire qui suspendrait immédiatement les opérations militaires dans la bande de Gaza. Israël est représenté à cette Cour suprême par Aaron Barak, ex-président justement de la Cour suprême, assisté par le professeur Malcolm Shaw, c'est un juriste britannique, expert en droit international. Frédéric Ancel, quelle décision peut être prise par cette Cour de justice de La Haye? Quelles conséquences peuvent-elles entraîner pour Israël? Alors, je vous dirais très rapidement, parce que je dois malheureusement vous quitter, je vous dirais que là aussi, on a affaire à quelque chose qui, sur le plan du droit international, est intéressant. Israël est une authentique démocratie. Israël va se défendre avec les armes juridiques et démocratiques dont elle dispose. Et vous noterez que Israël ne balaye pas d'un revers de main la perspective de cette enquête, de cette enquête et même de ces réunions liées à son comportement dans la bande de Gaza, et que les Israéliens vont assumer pleinement le jeu international, le jeu juridique, juridictionnel international pour se défendre. Les États non démocratiques, et puis même un certain nombre d'ailleurs d'États démocratiques qu'on pourrait citer, auraient balayé ça d'un revers de main sans en tenir compte. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième et dernier point, avant de vous laisser, je vous dirais que les Israéliens vont devoir expliquer, me semble-t-il, je ne suis bien sûr pas à la place de M. Barak, vont devoir expliquer que ce qui s'est produit le 7 octobre est non seulement contraire au droit international, contraire à toutes les règles en vigueur dans les conventions et depuis les conventions de Genève sur le traitement des prisonniers et le droit de la guerre de manière générale d'ailleurs, et que si disproportion il y a à Gaza, il faut encore que ce soit prouvé par les contempteurs d'Israël, mais surtout Israël doit impérativement, dans une région qui n'est pas le Benelux, qui n'est pas la Scandinavie, doit impérativement recouvrer ce que j'appelais tout à l'heure sa crédibilité dissuasive. Il en va de son existence. Mon invité aujourd'hui, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po, lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques pour Les Voies de la puissance, paru aux éditions Dit Jacob, et auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement, dont c'est la 6e édition. Merci Frédéric Ancel de nous avoir expliqué, comme vous le savez si bien le faire, la situation et les enjeux stratégiques dans cette région si chère à nos cœurs.